So, bonjour. Now I switch to English, and hopefully you can understand. I want to thank the Observatoire for letting us have the event in such a historic place. Hopefully you'll get a chance to go around and see some of the instruments and the other things that are here. But we're in a hall in which many important observations were made, including the transit of various stars and Venus. We also a lot of things, and you saw a slide go by in my screensaver about Leverrier, working here, calculating if Newton was correct that there should be a planet called Neptune, which was discovered the next year. And then later on, the advance of the perihelion of Mercury that got people convinced that general relativity was correct. So he not only gave people confidence in Newton, gravitation, but he gave people confidence in Einstein's general relativity. Okay, so maybe yes. George, I translate. You translate? Okay. Yeah, Oh, that'll slow us down, but okay. Donc, voilà, il remercie l'Observatoire de pouvoir organiser cette session ici. Et donc, il a donné l'exemple de Leverrier, donc un certain nombre de grands noms de l'Observatoire, en particulier Leverrier, dont les calculs ont permis d'identifier la présence de la planète Neptune, qui a été découverte ensuite, et donc qui a confirmé la théorie de Newton, et plus récemment aussi l'avance de périhélie de Mercure, qui, elle, a confirmé la théorie d'Einstein, donc une contribution importante des astrophysiciens de l'Observatoire pour la confirmation de des grandes théories sur lesquelles est basée la cosmologie d'aujourd'hui. So I want to say the reason we're having these is because my colleagues and I think it's very important to maintain our connection with the high school science education, and we take it very seriously. Some of my colleagues and I run schools in teachers' workshops in California, which is done with a very different format than this, and also we do in Korea, but this one is done actually to make the ties between the universities and the high school teachers here. And we had the great benefit that the ministry has said it's okay for you guys to teach cosmology in high school, and we hope it's a strong attractor for bringing new students in and for making the general public more scientifically literate. So I spend a lot of my time and effort on this. Yes. Donc, il dit que ses collègues et lui-même considèrent comme très important le fait de développer des liens avec les enseignants et avec les collèges et les lycées, qui est un programme similaire, comme je vous l'ai dit, qui est fait en Californie et aussi qu'il a mis en place en Corée, qui, justement, sur des bases un petit peu différentes, aussi établit des liens avec l'enseignement dans les collèges. Et puis j'ai oublié la toute fin. You forgot what I said. Okay. However, we will make all this, not only are we here to answer questions and be here for the 3 days, but we'll make much of this available on the website and additional material on the website, so you have a reference. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions pendant les cours. Je traduirai si vous avez besoin pour les questions pour George, et par ailleurs, en dehors des cours, chacun d'entre nous, mais aussi après, vous aurez un certain nombre de matériel supplémentaire, l'enregistrement de ces cours, et puis du matériel supplémentaire qui sera disponible sur le site web du PCCP. It takes longer to translate to French than for me to say it, yes. Okay, so now we'll start the presentation. I'm going to start the presentation with a movie that was made as a commercial movie in 1997 about a researcher who's searching for intelligent extraterrestrial life. She discovers the signal from them, it translates the signal, and it's a machine that allows the researcher to come and visit the aliens. Donc il va commencer par un film de Hollywood, vous montrez pas le film en entier, mais une partie du film d'une chercheuse qui recherche la vie extraterrestre et qui obtient des signaux de leur part, et en fait une machine qui lui permet après d'aller retrouver ces extraterrestres.
So I'll show you the part where she goes to visit the aliens because it shows what we knew about astrophysics and cosmology in 1997. Donc ça va vous montrer ce qu'on savait en cosmologie. Le film date de 1997. Ce qu'on savait en 1997 sur l'astrophysique et la cosmologie. Pardon? So this white thing is not the sun, it's the researcher. She's very smart. It's better if you just speak loudly. So she's leaving the Earth, goes by the moon. We had good pictures of the moon in 1997. And Mars, we had a landing in Mars. The asteroid belt, this is partly made up. Moon of Jupiter. Jupiter. The giant red spot with a hurricane. It's a big hurricane. More moons of Jupiter. Now through the rings of Saturn. Les anneaux de Saturne. You can see the Milky Way stars behind. Les étoiles de la Voie lactée. And out towards past Neptune to what we call the Oort cloud, which is the debris left from the formation of the solar system. Donc ça, vous voyez les débris qui sont formés qui restent de la formation du système solaire. Nearby stars. Les étoiles proches. A French impressionist painting of our galaxy. Une vision impressionniste de la galaxie. First we go through some dust clouds, but then we come to the galaxy, sorry. Ok, d'abord des nuages de poussière et après... This is a big gas and dust cloud which stars form, and when the stars form, they blow the cloud into these strange shapes. Des nuages de poussière qui ont des formes particulières. Now the impressionist painting. C'est maintenant qu'arrive la vision impressionniste. So we live in a big spiral galaxy. La galaxie, qui est une grande galaxie spirale. Here's an irregular shaped galaxy nearby. Les galaxies proches qui ont des formes plus irrégulières. All these things in the background are galaxies. Dans l'arrière-plan, vous voyez d'autres galaxies. Conveniently for her trip, the planets and some of the galaxies line up, so you get to go through all of them close by. She goes faster and faster. Donc elle va de plus en plus vite. Il faut arriver jusqu'aux extraterrestres. And she ends up in a room with the aliens. Et donc là, elle est dans une pièce avec les extraterrestres. And those are Jodie Foster's beautiful blue eyes. So, the movie was called Contact. Le film s'appelait Contact. Okay, so I'm giving a slightly different talk than I normally would give. I'm going to talk about mapping the universe, but some of the titles are in French to help. Okay. So we're talking about the birth of the universe, that is what's going on, and we try and reconstruct from the relics that are left over from creation. We try and reconstruct what happened at the beginning of the universe and then everything afterwards. So it's like forensic science. You go to the scene of the crime, you collect evidence, you try and reconstruct what happened. Donc, on étudie les reliques de l'univers, donc c'est un petit peu comme nos séries préférées où on essaye d'avoir les preuves de ce qui s'est passé, après on essaye de reconstruire ce qui s'est passé en réalité. So if you can find a fingerprint and compare it to the fingerprint in your database, then you have an idea how to identify who was there. We have the same kind of a concept for understanding the universe. Si vous trouvez les empreintes digitales, vous pouvez savoir qui était présent et on a un petit peu le même genre d'attitude quand on essaye de comprendre l'univers très primordial. We have pictures from the Hubble Space Telescope.
of a very deep field, very long exposure, almost 2 days of looking. And it was picked to be a part of the sky that we didn't know much about. Donc ça, c'est un cliché du Hubble Space Telescope, le télescope Hubble. Donc c'est une pause de 2 jours et ça nous permet de voir des choses aussi bien en profondeur, c'est-à-dire en distance qu'en qualité d'image, que vous ne pouviez pas obtenir avant le télescope Hubble. Vous entendez mieux là? Okay. The interesting thing about this picture is that you can see 2 stars in this part of the picture. In the whole picture, there are only 4 stars. But in this part of the picture, you can see 2 stars. There's 1 star. There's the other star. Just at the edge, there's another star. En fait, ici, vous voyez que 2 étoiles, tous ces points lumineux, parmi tous ces points lumineux, il n'y a que 2 étoiles qui viennent juste de présenter, c'est celle où on voit un genre de forme de croix ici. Okay. Everything else in here is a galaxy, right? Tous les autres sont des galaxies. And some of the galaxies are big and yellow colored, like this elliptical galaxy, or white, like that spiral galaxy, or this spiral galaxy. And they're bigger, and they're bigger in general because they're closer to us, and they're more yellow, like the star, more yellow and white like the star, than the background galaxies. Donc tous les autres points sont des galaxies. Vous en avez quelques-unes qui l'a désigné, donc entre autres en jaune, là au milieu, une galaxie elliptique ou des galaxies spirales qui sont plus grosses que les autres simplement parce qu'elles sont plus proches de nous que les autres galaxies. The smaller galaxies in the background are much further away, yet they are bluer or whiter than the nearby galaxies. Vous voyez que les petits points, eux, sont des galaxies qui sont plus éloignées de nous et elles sont plus blanches ou plus bleues que les galaxies plus proches qui étaient plus jaunes. So that was a surprise when we first measured it, because the universe is expanding, and the light from the early galaxies is stretched more to the red than the light from the nearby galaxies, and yet they're whiter and bluer, which means they're hotter, therefore more active in making stars and so forth. Donc c'était une surprise initialement puisque à cause de l'expansion de l'univers, la lumière est plus, vous connaissez l'effet Doppler, et la lumière est plutôt tirée vers le rouge pour les galaxies les plus lointaines. Donc c'était une surprise de voir que les galaxies les plus lointaines étaient plus bleues ou plus blanches, et ça montre qu'en fait elles sont plus actives, donc elles sont plus chaudes en fait. Now this picture has thousands of galaxies in it, but it covers a part of the sky less than 1/40th the size of the moon, about the same size as a tiny grain of sand held at arm's length. Donc cette image-là, qui contient des milliers de galaxies, correspond au 40e de la taille visible de la Lune, donc c'est une toute petite partie du ciel, et correspond à la taille d'un grain de sable que vous tiendriez juste à la main, à portée de bras. So if you could make pictures like this to cover the whole sky and counted the galaxies, there would be roughly 100 billion galaxies in that picture. Donc si vous étendiez ça à tout le ciel, donc en rajoutant les différentes images, vous obtiendriez comme ça 100 milliards de galaxies. So part of our problem as cosmologists is not only do we have to explain how this room and the Earth came into being, but why there are 100 billion galaxies. When I'm talking to college students, I have some of them calculate how many galaxies there should be after they understand our theory, and that's easy, they can do it. And maybe a good high school student can. But how did they evolve, how they come into being, where did everything come from? That's our task. Notre tâche en cosmologie, c'est à la fois d'expliquer pourquoi on est dans un monde, on évolue dans un monde, mais avant même ça, d'expliquer pourquoi il y a 100 milliards de galaxies et comment elles se sont formées, comment elles se sont structurées, donc comment l'univers a évolué pour arriver jusqu'aux structures qui nous entourent. We have one great help, and that's that the speed of light, though very fast, is still finite,
And so it takes light a long time to come across the universe so that we can get snapshots of the universe at various ages by looking to greater and greater distances. Donc on a une aide, c'est que pour étudier l'univers, c'est que donc vous pouvez lire aussi en même temps le français. Du coup ça me trouble. Oui, donc on a une aide, c'est que la vitesse de la lumière, même si elle est très grande, est finie. Et donc plus on regarde loin, plus on regarde à des temps anciens. Et donc ça nous donne des instantanés de l'univers à des temps qui sont de plus en plus primordiaux, plus on regarde loin à partir de notre point d'observation. So if you go and take, with your telescope here on the roof, take a picture of Jupiter and where the moons of Jupiter are, it takes light 40 minutes to get from Jupiter. And so depending on where you take the picture, how you take it, the moons have moved in the 40 minutes. And that was a way people told their latitude and longitude and told time during that epoch before they had good clocks. Donc si vous regardez, par exemple, si vous montez sur le toit et si vous regardez avec un télescope les lunes de Jupiter, la lumière met une quarantaine de minutes pour venir de Jupiter. Et donc ce que vous allez voir, c'est la position des lunes il y a 40 minutes. Et donc c'était quelque chose que les astronomes utilisaient avant pour mesurer le temps. Donc ces positions-là, avant d'avoir des horloges atomiques pour le faire de façon beaucoup plus précise. The nearest star is Alpha Centauri system of stars, and it takes light about 4.3 years to get here. Donc les étoiles les plus proches sont les étoiles du système Alpha Centauri et elles mettent 40 et quelques années pour venir, enfin la lumière met 40 et quelques années pour venir jusqu'à nous. But a typical star in our galaxy, the light takes between 1,000 years and 100,000 years to get to us. Mais une étoile typique d'une galaxie, met la lumière met entre 100 000 ans et... say that again? No. Between 1,000 and 100,000 years. Entre 1000 et 100 000 ans pour nous rejoindre. But the nearest big galaxy, the Andromeda galaxy, the light takes about 2 million years to get here. 2 millions d'années pour la galaxie la plus proche, la galaxie d'Andromède. So if you were Jodie Foster in the movie and you were listening for aliens in Andromeda, you would be seeing signals they sent out 2 million years earlier, right? You know, what signals came from the Earth 2 million years ago? There were none. So that's part of the problem. Donc il soulève un problème par rapport au film que vous avez vu. Si par exemple Jodie Foster récupérait un signal de la galaxie d'Andromède, ce signal daterait de 2 millions d'années. Et donc si vous réfléchissez par exemple aux signaux que la Terre a pu envoyer il y a 2 millions d'années à la galaxie d'Andromède, il n'y avait pas de signal parce qu'il n'y avait pas d'hommes sur Terre. Donc ça vous donne une idée du temps que met, donc pour l'instant, la galaxie d'Andromède est en train de recevoir des signaux de la Terre d'il y a 2 millions d'années. So the further out we look, the further back in time we look. And I'll show you a picture later on of the Great Wall of Galaxies. And that light started from those galaxies more than 1 billion years ago. Right. So it's a picture of what it looked like 1 billion years ago. Donc plus on regarde loin, plus on regarde tôt dans l'évolution de l'univers, et il va vous montrer tout à l'heure un cliché de ce qu'on appelle le grand mur, qui est un ensemble de galaxies dont la lumière a été envoyée. Say that again, the number, the Great Wall. More than 1 billion. Mais 10 to the 9th years. Plus d'1 milliard d'années. Milliard, yes. Okay. If you look as far as you possibly can see, you see back nearly 13.7 billion years. 13.7 billion years. The universe is then 1,000 times smaller and 1,000 times hotter. It's nearly as hot as the surface of the sun. You can see to the surface of the sun, but you can't see into the center of the sun directly, only through the sound waves. That's the same thing we have here. This is what I've spent a lot of my life doing, is making these maps of the early universe. Donc si vous regardez le plus loin possible,
vous allez voir l'univers il y a 13,7 milliards d'années. Et à cette époque-là, l'univers était 1000 fois plus petit et 1000 fois plus chaud que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et donc c'est cette lumière dont on va parler plus, à laquelle George a consacré l'essentiel de son travail de recherche. So one of our jobs as cosmologists is to make maps of a series of spheres around us until we can see the universe in different phases so we can trace out its history. Donc le travail des cosmologues, c'est de justement faire ces cartes sur les différentes sphères qui correspondent à différents moments de l'univers, jusqu'au plus lointain, et après de reconstruire cette évolution à partir de ces différentes sphères que vous avez vues, qui sont donc observées à des temps différents. So we live in the center of the sphere that we're looking out in a spiral arm, in a spiral galaxy, but about 10,000 light years away from the center of our galaxy. Donc on vit à l'intérieur d'une galaxie spirale qui est la Voie lactée, à peu près 10,000 light, 10,000 light years. yeah, Takes like à peu 10 près 10 000 années-lumière du centre de la galaxie. Donc la Terre et le système solaire sont un petit peu à l'écart du centre galactique. Around us are elliptical galaxies and spiral galaxies, but very modern looking galaxies. Autour de nous sont des galaxies très structurées, comme des galaxies elliptiques, celles qui ont une genre de forme d'œuf, ou des galaxies spirales, donc des objets tout à fait structurés, des galaxies tout à fait structurées. Further away are irregular galaxies that are bluer and whiter and irregular in shape. You see them on the edge, just cut off of the screen. And those are earlier galaxies that are still in the stage of making lots of stars and getting evolved. Many that will merge and become these more relaxed looking galaxies like the spiral galaxies you see in the picture. Donc plus loin, vous voyez des galaxies qui sont de forme plus irrégulière et qui sont plus bleues ou plus blanches. C'est des galaxies qui sont encore le siège de phénomènes de formation d'étoiles. Et puis petit à petit, ces galaxies vont rentrent en collision les unes avec les autres et former des structures de plus en plus régulières, comme les galaxies, vous voyez, plus proches de nous, qui sont beaucoup plus régulières en forme, que ce soit les galaxies spirales ou les galaxies elliptiques. So here are the cosmic spheres of time. And the only thing that's wrong with this picture is there should be 100 billion galaxies in it, maybe a little more. And then there's the part we call the dark ages where nothing happens. And then the hot early universe, and then the beginning of time. Donc vous voyez ici l'évolution de l'univers tel que nous la voyons. Donc la seule chose qui n'est pas correcte sur ce dessin, c'est qu'il devrait y avoir 100 milliards de galaxies, mais vous voyez, il n'y en a que quelques-unes qui sont indiquées. Donc vous voyez des galaxies, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de nous, vous avez des galaxies de moins en moins, de plus en plus irrégulières, et donc de plus en plus précoces. Et puis après, vous passez à une époque où il ne se passe pas grand-chose, qu'on appelle les âges sombres de l'univers. Et puis vous arrivez ici sur la sphère qui est couverte de taches bleues et jaunes, sur lequel on reviendra, qui est la première lumière émise dans l'univers. Et puis au-delà, la dernière sphère correspond à l'origine du temps. So we're starting to make progress. Here's an exploded view of where we were a year ago. Donc voilà un petit peu quelque chose qui résume les progrès de ce qu'on a commencé à comprendre, en tout cas de ce qu'on a compris jusqu'à à peu près il y a un an. So this is the universe when it was 1,100 times smaller, but it's extremely uniform. Those things that look like such strong signals are only a part in 100,000. I'll show you later. It's very, very much smoother than the Earth, smoother than a ball of billiards. I don't know what they call it en français. And then here are various maps of galaxies, of quasars and galaxies and so forth, coming into the latest time. Our own galaxy appeared to be wrapped around us and the Earth in the center. This is just that spheres stretched out. Donc ça, c'est la vision éclatée de ce qu'on voit. Donc la sphère qui est complètement à droite correspond donc ce que vous avez ici, c'est le décalage spectral, ce qui vous donne le facteur sur la taille de l'univers. Donc
À ces époques très précoces, l'univers était 1100 fois plus petit. C'est le facteur que vous avez ici. Et donc vous avez ici cette sphère sur laquelle vous voyez des fluctuations sur lesquelles on reviendra. Alors il ne faut pas vous laisser tromper par ces fluctuations. Ces fluctuations sont extrêmement faibles. C'est une sphère qui est extraordinairement isotrope, beaucoup plus isotrope et homogène que par exemple une boule de billard. Les petites fluctuations, c'est-à-dire la différence de couleur, correspondent à des variations de 10-5. Donc vous voyez des toutes petites variations. En gros, l'univers est extraordinairement isotrope et homogène à ces époques-là, avec des petites fluctuations d'isotropie ou d'homogénéité qui correspondent à 1 sur 100 000. Et puis quand vous revenez vers des époques où l'univers était de plus en plus grand, jusqu'à aujourd'hui, eh bien vous passez la période des quasars, on reviendra là-dessus, la formation des galaxies. Et puis la dernière sphère que vous voyez là, c'est ce qu'on voit de notre propre galaxie, et puis la Terre au centre. Okay. So we're going to find that we start with a very simple, very uniform universe with these very small seeds, and it'll grow to be a very complex and very rich universe. Donc on part d'un univers très simple, très homogène, très isotrope, mais avec des petites fluctuations qui vont être les graines qui vont se développer et qui vont créer toutes les structures qu'on voit dans l'univers, les amas de galaxies, les galaxies, etc. Et donc ce sont ces graines primordiales qui vont être en fait la source de toutes les structures qu'on voit se développer ensuite dans l'évolution de l'univers. Okay, so we have spent a lot of time and effort, and some of us very many years. And Ken Ganga, who's in the back with the shiny dome, is one of the people that will talk to you about this later on. Right, Ken? And, but some of us started long ago with the Cosmic Background Explorer satellite, which was launched in 1989. And it made this rough map. It showed that the radiation we were seeing came from the beginning of the universe, and then discovered these very, very tiny fluctuations in it that are later going to grow to be interesting. That was followed 10 years later by the microwave anisotropy probe, named after Dave Wilkinson, one of the pioneers in the field who died during the time period. It made a much better map, but because it had mostly long wavelengths, when the galaxies removed from the signal, you get a slightly blurrier map. And then it was followed with a launch in May 2009 of the Planck satellite, named after Max Planck. And because you'll see in a moment, we believe these are quantum fluctuations. He started the quantum era. And we got very high resolution maps of the universe. And these smudges are indication of polarization. When light like sunlight is reflected from a floor or a car hood or a lake, it becomes partly polarized. In the old days, we used to have polarized sunglasses, and they worked because they get rid of the reflected light but let you see out. Donc, vous avez ici un petit peu l'histoire de l'étude du fond cosmologique, donc cette première sphère très homogène, cette première lumière, donc qui sera passée en revue par Ken Ganga, qui est au fond et qui a le crâne à peu près aussi homogène isotrope que le fond cosmologique. Donc vous avez ici un petit peu l'histoire de ces fluctuations avec la découverte, donc tout à fait à gauche, des premières cartes et la découverte de ces fluctuations par le satellite Kobe, par une équipe qui était conduite par George Smoot. Et puis ensuite, il y a eu d'autres tentatives pour essayer d'avoir des cartes de plus en plus précises. Donc, vous voyez un peu le degré de précision qu'a obtenu le satellite américain WMAP qui a été lancé en 2000. Et puis la dernière partie de la carte, c'est le degré de précision obtenu par le satellite Planck qui a été lancé en 2009 et qui en fait a sorti ces résultats-là très récemment, puisque c'était au printemps de cette année. Il a fallu un certain nombre d'années pour étudier ça. Donc voilà le satellite Planck. Et ce qui nous intéresse, et on y reviendra, mais ce que George disait, ce qui nous intéresse, c'est aussi la polarisation de cette lumière, de la même façon que vous avez la lumière peut-être, enfin que vous recevez, est polarisée par exemple par une surface brillante, par une flaque d'eau. Et bien de la même façon, cette lumière primordiale est polarisée, et Planck va étudier la polarisation de cette lumière.
So as it rotates around, it sees a part of the sky and slowly builds up a map the way a television camera does. This is the plane of our own galaxy. So the solar system is here, the galaxy relative to the galaxy, a very large angle. Donc vous voyez ici comment la stratégie d'observation du satellite Planck et comment, en balayant comme ça le ciel, le satellite a pu donc balayer complètement le ciel et Optical. donc former cette carte. Infrared. And then if we take our best, well, sorry, it went blurry, the best estimate of the galaxy away, we see what the early universe looks like. Donc vous avez vu ici les cartes qui sont construites dans les différentes longueurs d'onde. Il y avait l'infrarouge, l'ultraviolet, etc. Et puis l'avant-dernière carte juste avant celle-là, c'était la carte où apparaît encore la galaxie. Et puis après, on nettoie tous ces avant-plans et on forme donc finalement l'image de la première lumière, donc l'image du fond cosmologique, après avoir enlevé tous ces avant-plans qui apparaissent. Et donc ça, c'est une carte, vous voyez, très précise de l'avant-plan, du fond cosmologique, dont la première lumière. Where is the question? CMB. CMB. Okay. Cosmic Microwave Background, fond cosmologique micro-ondes. Sorry. Okay, so you have to memorize the map because there's a quiz, namely the universe after this, but it's a very unusual pattern on the sky, and that tells us a lot about the universe. Not only what its geometry is, but what it's made out of and how it's likely to evolve in the future, but it also tells us something about how space and time itself were made. We'll come back to that in the talk. Donc il vous demande de mémoriser cette carte parce qu'il va y avoir une devinette juste après. Et donc ici, il y a effectivement toutes les informations qui vont permettre de développer la connaissance de l'univers. Et donc c'est une carte qui est chargée d'informations extrêmement utiles. So it's the same piece of the sky observed with a Kobe resolution, with WMAP, and now with Planck. You can see. Donc vous voyez la même partie du ciel observée avec la résolution de Kobe, première découverte. La résolution de WMAP lancée en 2000 et finalement la résolution obtenue par Planck. Et donc vous voyez que effectivement la connaissance a beaucoup progressé dans ces années-là. So we went to this trouble and expense because there's very much information, and this is the only way to get to it, about how our universe was formed and how it's going to develop over time. Donc on a été pour faire un nouveau satellite parce que effectivement ces cartes sont chargées d'informations et donc plus on a des cartes précises, plus on a d'informations sur l'univers initial, mais aussi sur comment il a évolué ensuite. Okay. From these data and our theories, we've come up with a model of the whole development of the universe, which I will show you as a two-dimensional slice through the sphere around us. So remember, we have this sphere around us, and you can slice it at different periods and trace its history. Donc voilà, à partir de cette information-là, on peut déduire l'évolution de l'univers en faisant des coupes à travers les différentes sphères qui nous entourent. Donc c'est de notre point de vue, en faisant des coupes dans les sphères que vous avez vues tout à l'heure, on reconstruit donc l'évolution de l'univers. So this is a cut through the sphere around us with 100 billion galaxies at the present epoch. Donc ça, c'est une coupure, vous voyez complètement à droite, là, vous coupez à travers la sphère qui correspond aux 100 milliards de galaxies. We trace this back through time, and we see this strange shape. Et donc après, on reconstruit comment ça a évolué en remontant dans le temps, cette fois-ci. Donc de la droite vers la gauche, vous remontez dans le temps, et vous voyez que cette sphère coupée, donc, qui est maintenant un cercle, a évolué d'une certaine façon, si vous regardez l'évolution de la taille, par exemple. So 15 years ago, we discovered for about the last 5 billion years, the expansion of the universe is speeding up, whereas before that it had been slowing down and slowing down, right? We don't take
a coin from our pocket and drop it, it goes to the floor, it doesn't go to the ceiling, but the universe is going to the ceiling. Ce que vous remarquez, c'est que si vous regardez l'évolution de l'univers, l'expansion de l'univers, donc qui est en fait la taille de cette sphère, donc reprenez-la dans le sens du temps, il y a une expansion, mais cette expansion diminuait au fur et à mesure. Et ce qu'on s'est aperçu il y a une quinzaine d'années, c'est qu'il y a un moment où l'expansion réaccélère. Donc vous voyez, c'est là où ça se rouvre. L'expansion réaccélère, et donc ça a été une surprise, parce qu'en fonction de ce qu'on connaissait jusque-là, l'expansion devait décélérer de la même façon que, donc je pense qu'on reviendra sur ces questions-là, mais il prenait l'exemple, si vous lâchez une pièce, elle va tomber par terre, et non, elle ne va pas aller se coller au plafond. Et c'est une image pour expliquer qu'on a à peu près été aussi surpris de voir d'un seul coup l'expansion de l'univers il y a une quinzaine d'années. On s'est aperçu de ça il y a une quinzaine d'années, ça ne veut pas dire que l'expansion de l'univers, vous voyez, sur les 14 milliards d'années, s'est mis à réaccélérer beaucoup plus tôt que ça. Mais il y a une quinzaine d'années, on s'est aperçu qu'il y avait une réaccélération de l'expansion de l'univers. So for most of its life, that is, most of its existence, 2/3 of the time, the universe has been slowing down, expanding, but slowing down the rate of expansion, cooling, eventually became transparent, atoms formed, then we get the first generation of stars and galaxies, about 400 million years after the beginning, and then they evolve into our modern galaxies. Donc pendant à peu près les 2/3 de son évolution, l'univers a été en expansion, mais en expansion qui diminue au fur et à mesure. Et puis le dernier tiers, l'expansion s'est mise à accélérer de nouveau. Et là, il a décrit un petit peu les différentes étapes que vous voyez. Donc l'étape de la lumière du fond cosmologique, la première lumière, suivie par les âges sombres. Et puis après, la formation des premières galaxies, des étoiles dans les galaxies, et puis la structuration au fur et à mesure, en partant de galaxies petites et assez peu structurées, jusqu'à des galaxies très structurées comme celles que nous connaissons aujourd'hui. So back here, the universe was somewhere between 12 and 15 times smaller than it is today, and all those 100 billion galaxies, all the material, fit into a region that was, in fact, more than a factor of 10 smaller. But as you go back, 1,000 times smaller, smaller and smaller. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'univers est de plus en plus petit. Au moment de la formation des premières étoiles, il est peut-être une centaine de fois plus petit, et puis après 1000 fois plus petit au moment de la première lumière, et puis encore plus petit auparavant. But you will understand that the universe is mostly empty space, just like atoms are mostly empty space. If you take all the 100 billion galaxies, all the stars in 100 billion galaxies, and you squeeze them together till the protons are touching the neutrons as a big nucleus, it just fits in the inner solar system. Il faut se rendre compte que l'univers est quasiment vide. Si vous prenez les 100 milliards d'étoiles et puis vous les compressez de telle façon à ce que tous les protons et les neutrons de ces étoiles et de ces galaxies se touchent, toute la matière dans l'univers, donc les 100 milliards de galaxies, occuperait une taille qui est à peu près la taille du système solaire. Donc ça vous donne une idée l'univers est plein de vide. So 100 years ago, less than 100 years ago, at the time of Lemaitre, that was a big problem. But now we know protons and neutrons are made of quarks, which are much smaller. If you squeeze them enough, they can collapse many orders of magnitude to where all 100 billion galaxies are in a space much smaller than an atom. Donc ça paraissait quelque chose d'un petit peu étonnant, ce que je vous disais sur le fait que si vous compressez la matière, ça va faire quelque chose de la taille du système solaire, mais maintenant qu'on sait que les protons et les neutrons sont formés de quarks, ça veut dire que même cette matière-là, vous pourriez encore la comprimer et qu'elle pourrait tenir dans quelque chose qui est de la taille d'un atome à l'époque toute primordiale de l'univers. So somebody who travels a lot like me would like to be able to put the whole universe in a little suitcase, but at the point it gets to be atomic size and smaller, quantum mechanics becomes extremely important, because you're talking about microscopic scales, and we think during this period
we have both quantum fluctuations and we have another period when the universe is accelerating, but at a tremendous rate, so that in a tiny fraction of a second, the universe will expand by an amount, making space and eventually time, by the amount that it's expanded ever since then. Donc quand toute cette matière est dans une région aussi petite, c'est plus les lois de la physique traditionnelle qui s'appliquent, mais ce sont les lois de la mécanique quantique. Et donc on arrive dans un régime quantique de l'univers. Si maintenant vous repartez dans l'autre sens, l'évolution est extrêmement rapide, tout proche ici, dans la phase quantique. Et très vite, cette matière se retrouve dans une région relativement importante. Okay, so that's our model. Maybe hard to believe, but we can do calculations, and we can predict what this should look like and then what this should look like over time. And we can make catalogs of fingerprints of what the Earth should look, what the universe should look like, depending on what things were in that model of the universe. Donc c'est un modèle qui peut paraître un petit peu ésotérique, mais grâce à ce modèle, on peut faire des calculs, calculer, prédire quel va être le spectre des fluctuations du fond cosmologique, de la première lumière, prédire aussi comment les galaxies vont évoluer, et après comparer ça avec l'observation, et voir si le modèle fonctionne ou ne fonctionne pas. So all we have to do is gather the evidence. Right? Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est effectivement rassembler les évidences, les preuves observables. So here is one of the ways that people are making measurements and maps. So this is a map of 1 million galaxies done by the Sloan Digital Sky Survey 1 and 2. Donc voilà ici une carte de galaxies qui a été faite d'un million de galaxies qui ont été observées par un grand relevé qui s'appelle le relevé Sloan, Sloan Digital Sky Survey. So you take the picture like the Hubble Space Telescope picture, you throw away the stars, you pick the galaxies, you have their angle on the sky, and then you must estimate the distance to it, and you can make a plot in 3 dimensions. Donc vous prenez un cliché comme celui que vous avez vu tout à l'heure du télescope Hubble, vous enlevez les étoiles, vous gardez les galaxies, vous identifiez la position des galaxies, mais aussi leur distance, et donc vous reconstruisez quelque chose comme ça. So if you take a single picture, you get a cone on the sky full of galaxies. But if the Earth rotates and you take a series of pictures, you get a fan on the sky. Donc si vous prenez une seule image, vous allez obtenir, puisque votre vue, de votre point de vue, diverge suivant un certain angle, vous allez obtenir des données suivant un certain angle. Et puis après, si vous prenez un ensemble de clichés, eh bien vous allez obtenir quelque chose qui fait comme un éventail sur le sur le ciel. Et donc c'est pour ça que vous voyez ces structures-là qui sont simplement des structures liées à l'observation et aux clichés que vous avez utilisés pour reconstruire ces galaxies. So every point on here is a galaxy, comparable to our galaxy. So there's a pink fan you see there, and there's also kind of a blue-white fan. Donc chaque point lumineux est une galaxie, et donc vous avez ici des éventails, un qui est un petit peu rosé et puis l'autre qui est blanc-vert, donc qui correspondent à différentes stratégies d'observation. And you notice a number of things. First, the galaxies are not uniform. They have irregular patterns, and there seem to be fewer here. The only reason there are fewer here is the telescope's not big enough to get the light from the small galaxies. We think they're galaxies continuing out for a long way. But there are places where there are almost no galaxies, and other places like this one, which is a piece of the Great Wall, where there's a very large number of galaxies. Donc vous voyez ici, vous avez une distribution inhomogène de galaxies. Il semble qu'il y ait plus de galaxies proches que de galaxies lointaines. C'est parce qu'on a plus de mal à identifier les petites galaxies lointaines. Et donc vous voyez des structures aussi où il semble y avoir des vides, où il n'y a pas vraiment de galaxies. Donc c'est une structure de fil sur lequel s'alignent les galaxies dans certains cas, et puis d'autres où il semble qu'il y ait des vides. Et donc vous voyez ici bien la structure en éventail dont on te parlait. Donc ces éventails sont simplement dus à la façon dont on a observé le ciel. So you can see places where there are almost no galaxies, big voids with no galaxies, and other places where there are many galaxies, the Great Wall. See the Great Wall coming around. And
other places where many galaxies are together in big clusters. Vous voyez ici, si vous regardez n'importe lequel de ces éventails, vous allez voir des trous où il n'y a pas de galaxies. Au contraire, des endroits où les galaxies s'accumulent. Vous avez par exemple une structure qu'on appelle le grand mur, qui je crois apparaît ici, qui, vous voyez, est une structure sur laquelle viennent s'agglutiner un certain nombre de galaxies. So this looks like a string, but it actually extends more planar, and we'll see that in some other pictures. Donc ça ressemble à des genres de structures linéaires, mais en fait c'est plutôt plan quand on voit plus en détail. There's another competing one, 2-degree field of view. We're going to fly through it, and you realize the database is not only position, but there's information about each galaxy, its color, its shape, much information about it. Donc voilà un autre grand relevé, le relevé qui s'appelle 2-degree field of view, et donc là on vole au travers, et donc vous voyez que ces grands relevés donnent des informations sur les galaxies qui donnent leur couleur, leur forme, etc., et pas seulement un point lumineux. See the same fan shape, the same sort of distribution, voids with no galaxies, edges, places where there are many galaxies together. This is another piece of the Great Wall. This is a different slice of the sky. C'est le grand mur. So that's progress. That hasn't stopped. There are new surveys coming along. And since I'm in France, I should talk about Euclid, but I'm not. Oh. Donc il y a d'autres relevés qui sont en train d'être mis au point en ce moment. So this is Sloan Digital Sky Survey 3, also called BOSS, which stands for Baryon Acoustic Oscillation Sky Survey. Donc voilà un autre grand relevé qui est toujours de la famille des relevés Sloan, mais c'est la troisième génération de relevés Sloan, et il a un surnom qui s'appelle BOSS, qui ne veut pas dire ce que vous pensez, mais plutôt Baryon Acoustic. Acoustic Oscillations Acoustic de Baryon Sky Survey. I don't know. On expliquera plus tard ce que sont les oscillations acoustiques de Baryon. So in here, in yellow and red, are the Sloan 1 and 2. Here are early data from Sloan 3, very dense, and then many fewer galaxies, then a bunch of galaxies, and then many things out here. Why does it look like this? Donc, vous voyez ici en jaune, donc pour vous montrer le progrès qui a été fait dans ces observations, en jaune, c'était le premier relevé Sloan. En rouge, vous voyez le deuxième relevé Sloan. Ici maintenant, le troisième relevé, avec une structure très dense de points. Vous voyez toute la zone blanche, il y a tellement de points que ça devient tout blanc. Après un petit peu moins, et puis après de nouveau des galaxies, et puis après toute une série d'objets plus lointaines. Donc la question qui pose, c'est qu'est-ce que c'est que ces objets? Et la réponse va arriver. So here we get all of them because they're close by. Here, some are being selected to be in this sphere, roughly, and we're taking advantage of the fact that nature provides us a way to make a big band. So let me show you. Donc dans le cliché précédent, au début, on en observe beaucoup parce qu'elles sont proches. Après, les structures que vous observez sont dues à des stratégies d'observation. C'est pour ça qu'il y a des endroits où c'est plus... par exemple, on s'est focalisé sur une certaine distance, et donc vous voyez plus de points parce que simplement on a passé plus de temps à observer. Et puis après, vous avez donc ces objets très lointains qui étaient tout en bas du dessin et sur lesquels il va revenir ici. So this distance is about 3 billion light years, and this 6 billion light years away. And we try and select galaxies that are in a sphere out here. So you're pretty good at guessing where they are, but not exactly. And here we take advantage of the fact there are very bright objects called quasars. And the quasars put out very bright light, very hot light, that hydrogen has an absorption line in the ultraviolet. And any gas cloud that hasn't formed a galaxy yet makes a line in the light coming to us from them. And because the universe is expanding, the lines are shifted, so you see a forest of lines. So this is called the Lyman alpha forest. Donc ici, vous avez de nouveau, alors, what were the distances?
So this is megaparsecs, unfortunately. So this is 3 billion, 6 billion, 9 billion. Ok, donc vous avez ici Roughly. en mégaparsec, mais c'est 3 milliards d'années-lumière, 6 milliards d'années-lumière, 9 milliards d'années-lumière qui correspondent à 1000, 2000, 3000. Et donc vous avez ici donc, les structures d'observation à peu près donc, qui vous donnent toutes ces galaxies à peu près autour de 3 milliards d'années-lumière. Et puis complètement à droite, on bénéficie du fait qu'il y a des sources très intenses qui s'appellent les quasars, une notion sur laquelle on reviendra aussi, qui vous permettent d'illuminer toute une série de structures, de gaz, etc. Et donc qui vous permettent d'avoir cette information extrêmement précise au-delà de 9 milliards, parce qu'il y a ces quasars, c'est ce qu'on appelle donc qui émettent certaines raies très particulières, qu'on appelle les Lyman alpha, des raies d'hydrogène. Et donc on appelle ça la forêt Lyman alpha, qui permet d'avoir des informations sur ces périodes extrêmement distantes de l'évolution de l'univers. And we do this because there's so many galaxies in so little time. But we're now planning a next generation survey called Big Boss. Donc maintenant il va vous parler de la prochaine génération de relevés. Et comme le précédent s'appelait Boss, le prochain s'appelle Big Boss. Well, it makes more sense in Italy. It's capo di capo, right? But the idea is to measure extremely many quasars, at least on the scale of millions of quasars, and get up between 20 and 50 million galaxies. And the instrument for doing that is called the Dark Energy Spectroscopy Survey. And the reason you're doing that, because this probes the region when the universe goes from slowing down its expansion to speeding up its expansion. Donc l'idée d'utiliser ces quasars pour justement observer le ciel très lointain et en particulier obtenir des informations extrêmement précises sur le moment où l'expansion de l'univers s'est remise à accélérer après la décélération initiale. So in order to do this, we're switching to where we're trying to measure 5,000 galaxies at a time. So we have a big telescope with a big camera. And then there are 5,000 little robotic arms that position fibers, and the fibers then go to a spectrograph. And the contract was just let last week to a company in France to make the correcting optics for the camera. So that was a big step forward. So I say France is a participant. Certainly a company in France is a participant because they got the money. And I have a postdoc and a grad student working on the fibers, how to do that. And the poor grad student, her job eventually will be to go through, 5,000 fibers plus spares in a short time to make sure they're okay. But right now we're building, apparatus to make automatic measurements on the fibers. Donc là, il décrivait un petit peu le type d'appareil. Donc c'est des fibres qui viennent prendre l'information de petites parties du ciel. Comme ça, on observe, c'est ce qu'on appelle des grands relevés qui observent des grandes parties du ciel, en superposant comme ça, grâce à ces fibres qui récupèrent l'information, d'arriver à obtenir donc, des informations sur des très grandes parties du ciel que justement observe ces très grands relevés. Il a justement un étudiant qui travaille sur ce concept de fibres qui vient récupérer l'information, l'observation d'une petite partie du ciel. To give you an idea how much telescopes have changed since this room was used for telescopes, and then the roof for the next level, the correcting lens and apparatus will weigh 5 tons. It's like a bus. Right? So this big telescope and a big corrector, right? Because the field of view is so large. Donc rien que le correcteur de vue de cet appareil pèse 5 tonnes, donc à la taille d'un bus, ce qui vous montre la différence entre les premiers télescopes et maintenant le genre de télescopes qui sont nécessaires pour ce type d'observation. They were supposed to be impressed. They were supposed to go, ooh. Vous auriez dû être impressionné. So we're going to put the fluctuations in, very tiny level, and then let gravity work for 14 billion years. And what we will see
if you just take dark matter particles that are very simple, they just pull together in their own gravity when they can, what you will see, we're going to have first some spots form, and then the spots link up into a big web, a big messy web. Donc là, ce sont des simulations qui sont montrées ici. Donc on prend les fluctuations initiales, celles qui sont observées dans le fond cosmologique, et puis on laisse évoluer ces fluctuations-là sous l'effet de la gravité. Et donc vous voyez, donc il y a des points qui se forment au début, et puis après vous commencez à voir ces structures qu'on observait dans les grands relevés, ces structures filamentaires qui apparaissent et qui se développent. Et qui donnent finalement des cartes qui sont assez proches de ce qu'on observe quand on regarde le ciel. So the dark matter doesn't interact directly with light the way ordinary matter does, so it becomes free early to start forming a framework and a potential well in which the ordinary matter, like the matter in this room, can fall into to eventually make stars. And so this is done on a certain volume. Of course, it's expanding over the time period. It expands by a factor of 15, right? Because when we start off, start at a redshift of 15 because the early time, nothing exciting happens. And but then when you get later on, the ordinary matter can fall in the potential wells, and then it can lose energy and collapse to form stars and galaxies. So the next simulation has both. The dark matter is in white, so you can see it. And the ordinary matter is in yellow, because that's the color of stars. Donc, ce que vous aviez là, c'était en fait pas de la matière dont vous avez l'habitude, c'est-à-dire la matière lumineuse. C'est ce qu'on appelle la matière sombre qui forme l'essentiel des galaxies. Donc, c'est celle qui d'abord qui interagit très peu, mais qui est soumise à la force gravitationnelle. Et donc, ce sont ces structures-là qui se forment d'abord. Et ensuite, vous avez la matière lumineuse, qu'on appelle la matière baryonique, les protons, les neutrons, etc., qui vont tomber dans les puits de potentiel qui sont créés par cette matière sombre. Alors, la précédente simulation ne faisait pas la distinction entre les deux, en tout cas, tandis qu'ici, vous allez avoir à la fois des cartes de la matière sombre en violet. That's a purple one, the dark matter. Well, the dark matter is supposed to be white, but it's kind of purple looking. Yeah. Ok, donc il va expliquer justement sur ces cartes-là où on distingue la matière sombre de la matière lumineuse. So we're going to start on the large scale, and we're going to zoom in to where you can see the filaments and the voids and the structures that naturally grow out of the early universe being very smooth, but with very small variations. Donc vous allez voir d'abord la carte du bas qui sont les fluctuations initiales, et puis vous allez voir ça évoluer. Donc au début, ce qui est blanc, c'est la matière sombre, et puis vous allez voir évoluer ça, se créer les structures filamenteuses, les vides, et puis finalement la matière lumineuse tomber au centre et former les galaxies que nous observons. So you see these voids where there are no galaxies. Other place, the filaments, when the filaments intersect, you get a cluster or a supercluster of galaxies. Or when many filaments come together, you get a huge conglomeration. Donc vous voyez ici la structure en vide, la structure en filament, et là où les filaments se rassemblent, vous avez donc des amas de galaxies, et à l'intérieur de ces amas, des structures en galaxies. Vous voyez ici, cette fois-ci, la matière lumineuse. So you will see, not only do we not live in the center of our galaxy lives in a small village compared to the superclusters of galaxies that are out there. The distance between us and Andromeda is about that size. If we live there, it would be galaxies every direction in the sky. Donc non seulement on ne vit pas au centre de notre galaxie, mais en plus de ça, même notre galaxie n'est dans un petit coin d'un gigantesque amas de galaxies dans lequel nous sommes. And now flying through it looks different. So white is the dark matter, yellow is the ordinary matter. The dark matter has a bigger halo because it can't collapse further, but the ordinary matter can collapse to form the stars and the cores of the galaxies. Donc ici vous avez en blanc rosé la matière sombre, et donc celle qu'on n'observe pas, et en jaune la matière lumineuse. Et là on voyage à travers la simulation. Yes. So we have the idea, we start with the very small fluctuations.
And over a long time period, it grows into this complicated network that we see. Vous voyez, on est parti de les graines, donc les fluctuations qui ont formé un petit peu les premières graines de fluctuations, et on est arrivé donc à ces structures qu'on a observées tout à l'heure dans les grands relevés. So we have simulations where we are now, and you look back along the path that light would travel. You look back in billions of years, or milliards, and or in scale factor for the universe. At the very beginning, the universe was very hot and very uniform, and slowly it develops more structure over time. Donc ça, c'est à partir, donc le coin gauche, c'est nous et ici, et on monte dans le temps, et on regarde donc de plus en plus en arrière en temps. Donc c'est en bas, c'est l'échelle, c'est le milliard d'années. En haut, c'est le facteur d'échelle de l'univers, donc la taille de l'univers. Et donc vous voyez que quand on remonte à des temps primordiaux, l'univers est de plus en plus chaud. C'est la couleur qui passe du bleu au rouge, et de moins en moins structuré. So it's not a simulation of the whole spheres around us, but it's a simulation of a wedge looking back to the beginning of time. There you can see the structure, how uniform spots form, network, and the network gets sharper and sharper, till here it's very crisp. Vous voyez ici comment on est parti d'un univers extrêmement isotrope avec quelques petites fluctuations qui sont invisibles à l'œil nu ici. Et ces fluctuations se sont développées jusqu'à donner des fluctuations tout à fait bien structurées, comme vous pouvez le voir juste donc à notre époque. Okay, so we're in this period of great discovery of the universe, the way we had the great discovery of the Earth and the continents, and then of the solar system. Now we're in a part of discovering the Earth. Here is the best data from the COBE satellite, 4 years of data, the galaxy removed, smooth so you can see the big features, the Earth smooth to the same resolution. And they look a little different, but you can't tell for sure that the Earth and the universe are too different. It just says, well, all the continents are here. France is a little small, but it's there, right? Donc vous voyez une planisphère qui a la résolution à peu près de la carte qu'a obtenu le satellite COBE. Donc ça vous donne un petit peu une idée des informations qu'on pouvait obtenir de la carte du ciel. Donc en ayant à peu près la même résolution, vous voyez les informations que vous auriez obtenues sur la Terre. But now when you have the WMAP and Planck maps and the Earth with the same resolution, they're clearly very different. Et donc, la résolution était telle dans le premier cas que ce n'est pas clair de voir la différence qu'il y a entre la carte du bas, qui est la carte de la Terre, et puis la carte de tout le ciel. Tandis que vous voyez que là, maintenant, c'est les cartes obtenues par les satellites WMAP et Planck, où l'équivalent de la carte de la Terre à la même résolution. Vous voyez d'abord qu'on peut voir des détails extrêmement précis, et qu'en plus de ça, par exemple, vous pouvez faire tout à fait la distinction entre la carte du haut et la carte du bas cette fois-ci. So Pierre and I are involved in a LabX here in France, which involves the universe and the Earth. And I don't tell the geologists, but our job is easier than their job. Look how complicated this is. You can tell it's complicated. You see long linear features, right? Well, when you have this data, it's easy to see these used to be together. But there are long linear features everywhere across here. The only way you can have features that are sharp and very long is if you have nonlinear forces. That is, if the problem is not a linear problem, but it's a nonlinear problem, it's much harder to solve forward and backwards a nonlinear problem than a linear problem. But if you look at this, there are no such features here. And even though these fluctuations are apart in 100,000, we know to at least a factor of 10,000 smaller than that, there is no coupling between the various features, that the whole system that made the space and the time in those fluctuations is extremely linear. Donc maintenant on peut comparer les deux cartes, et Georges faisait remarquer, on est dans ce qu'on appelle un laboratoire d'excellence qui est un programme avec l'Institut physique du globe.
Et il dit que le travail des géophysiciens est beaucoup plus compliqué que le travail des cosmologues parce que c'est beaucoup plus difficile d'expliquer la carte du bas que la carte du haut. En particulier parce que dans la carte du bas, vous avez comment dire, des défauts, par exemple, qui sont à la fois très marqués et très longs. Vous voyez, par exemple, au centre de l'océan Atlantique, donc quelque chose qui s'étend complètement du nord au sud. Et donc ça, c'est la caractéristique de phénomènes non linéaires qui sont difficiles à étudier en physique. À l'inverse, si vous regardez en haut, vous allez voir que en fait, la carte se répète. Si vous regardez à des échelles différentes, vous avez les mêmes caractéristiques que vous regardiez à l'échelle de toute la carte, à l'échelle d'un dixième de la carte, à l'échelle d'un centième de la carte. Et ça, c'est plutôt le signe de phénomènes linéaires. Et donc ça, c'est des choses que les physiciens savent beaucoup mieux expliquer et modéliser que les phénomènes non linéaires du bas. So we're very fortunate that from a very early fraction of a second, very, very early fraction of a second, up until very late, to when galaxies are really starting to form, and then eventually other things, we're in a position where things were very linear, the fluctuations were very tiny. We can use linear theory all the way up to that time period to make small corrections only. Whereas if you're trying to model the Earth, you have to have more complicated equations right from the beginning. Donc on a la chance que en fait, l'évolution de l'univers soit linéaire, donc à l'époque de cette première lumière, mais même au-delà. Donc pendant l'essentiel de l'évolution que vous avez vue sur les simulations, par exemple, les choses sont linéaires, donc sont facilement modélisables. C'est juste à la fin, quand on arrive dans des objets très structurés, qu'on commence à avoir des évolutions non linéaires. Mais l'essentiel de l'évolution des structures depuis ce ciel ici, cette première lumière, jusqu'à des époques relativement récentes par rapport à l'âge de l'univers, ce sont des phénomènes linéaires qu'on sait bien traiter. So another great thing that we have as our advantage, and I think you'll hear about it later, is that from this data we're able to show the universe is flat, so we can use simple Euclidean geometry calculations, relatively simple, compared to hyperbolic or more complicated geometries for the universe. So our life is easy. Teaching it is easier. Donc voilà, donc notre vie est relativement simple et l'enseigner est encore plus simple. Don't tell them it's so easy. Tell them it's a challenge, but it's exciting. Okay. All right, I'm going to show you some more pieces of movie, and then we'll go to the final movie. So here we're going to start in the solar system. And we're going to go out and look, and there has been a big program, starting with Hipparchus, to map the location of stars. And you'll see there's a poster up for Gaia, which was just launched. And the goal there is to map on the scale of 1 billion stars, which is really impressive until you realize there's 400 billion. That's only 1 in 400ths of all the stars. So these are stars. We know how bright they are. We know what color they are. We know where they are. So we know in our local neighborhood. This doesn't tell about the history, but it tells us about, what we live. Then we still got to go to French Impressionism. Donc, de nouveau, un film qui vous éloigne du système solaire et de notre galaxie. Et donc vous avez vu les étoiles de notre galaxie qui vont être étudiées entre autres par une mission qui va être envoyée incessamment, qui s'appelle la mission Gaia. Et il y a entre autres, je crois que l'exposition que vous avez autour de vous est justement sur cette mission Gaia qui devrait être lancée en décembre. You see the late spiral galaxies are very, very flat. They were spherical shape, but they're flattened out a lot. Vous voyez les galaxies spirales très structurées, entre autres très plates. Elles ont cette structure de spirale, mais elles sont aussi extrêmement We plates. live in a little tiny village, and it's a long way to see any galaxies, but eventually you see some small ones, and eventually you start seeing some big ones. Donc on a quitté le petit village gaulois, et vous voyez qu'on est un peu isolé le temps d'arriver aux amas de galaxies suivants. And then galaxies get too hard to see with a little telescope, but you can see the large red luminous galaxies and the quasars for much greater distances. So they're in red color here. Donc là, vous pouvez voir les galaxies distantes et les quasars qui sont... Okay, I'll show you the next picture, and then I'll show you them all together in a quality movie. So here are the galaxies, the Great Wall. You see, that's 1 billion years in light travel time. Vous avez vu le grand mur, là, qui est à 1 milliard d'années-lumière de nous. And then you see the shell when the universe was 1,000 times smaller.
donc voilà la sphère qui correspond à la première lumière et quand l'univers était 1000 fois plus petit. So we made some maps. This exaggerates what fraction of the galaxies we've measured. There's a lot left to be measured, but if we can stay on Moore's law for measuring galaxies, we'll be there. I missed it. Sorry. See, we've only measured a small amount, right? There's a lot more galaxies to measure, right? If you measure 1 billion galaxies, you still got only 1%, but still, you can get a good sample of the universe if you get up to millions of galaxies. Donc, vous voyez ici que ici, ce sont les galaxies observées, et donc on a observé qu'une petite fraction, ça donne des informations très précieuses, mais on a à peu près observé 1 milliard de galaxies, il y en a 100 milliards, on pense, donc ça donne une partie de l'information, mais ce n'est pas l'information complète sur toutes les galaxies. So we live in a fantastic universe. Right? Some amazing thing happened, quantum mechanics and inflation. This huge thing happens. Eventually, you get to the universe that we can see, and then you get the dust and the gas, because there was no dust then. The gas forming the first generation of stars and galaxies, and then evolving to be more complicated, getting the elements later on from the first and second generations of stars. Donc vous voyez de nouveau ici un diagramme de l'évolution de l'univers depuis la période quantique et puis la première lumière et ses fluctuations qui vont donner des structures de plus en plus cohérentes jusqu'aux galaxies spirales ou elliptiques que nous connaissons. Okay, so now I'll show you the last movie, Dernier film. maybe, if I can get it to respond. So we start on the highest point in the Earth. On démarre au point le plus haut de la Terre. So that's why it starts in Tibet, although Tentan was there. And from the highest point in the Earth and the bottom of the ocean to the lowest, the lowest point on the Earth and the bottom of the ocean to Mount Everest is 28 kilometers. The radius of the Earth is 6,400 kilometers. The universe is therefore 200 to 300 times smoother than the Earth, even though from a distance the Earth looks like a sphere. So this is all real data. Donc la Terre apparaît comme une sphère, mais il y a à peu près 28 km entre le point le plus bas et le point le plus haut de la Terre. Pour un rayon de 6400 km, l'univers est à peu près 300 fois plus homogène et isotrope que n'est la Terre, qui pourtant paraît déjà comme une sphère. This white one is the geosynchronous belt of satellites. We have our own ring around us, man-made. Donc ça, c'est la ligne blanche qui correspond aux orbites géosynchrones des satellites. These are Russian satellite high orbits. And there's the moon's orbit. You saw a picture of the moon already. Orbite de la Lune. Inner planets. L'orbite des planètes qui sont plus proches que nous du Soleil. Everything in all galaxies fits inside of here, if you were powerful enough. Donc si vous contractiez toute la matière de l'univers, vous pourriez la mettre dans cette zone du système planétaire, de notre système solaire. Et donc vous voyez ici en bas le temps qu'a mis la lumière à voyager pour nous arriver de ces régions-là. Il précise qu'effectivement les endroits sombres sont ceux où on n'a pas encore fait de carte. C'est comme les cartes au temps
différentes explorations, elles sont incomplètes. Et là, on est à 13,7 milliards d'années. It's not a big problem, it's just one ball. Right? Et là, on retombe. This was just to make sure you got home. Right? C'était pas évident de retrouver son chemin. And now when you look at it, you see how complicated the surface of the Earth is compared to the universe. Donc là, on voit comme la surface de la Terre est compliquée par rapport à celle de la structure de l'univers primordial. Should we return to a different place? No, this is the Himalayas. Oh, okay. It's India on the right-hand side and China on this side, or Tibet and China. Just takes a little while to get there. Voilà, on retrouve la maison. Okay. Ok, voilà, merci. Do we want questions or we want a break? Vous avez quelques questions en français ou en anglais? Is it possible to get these animations or? Yes, it is. Okay. This particular one is very large. The one I just showed is quite large. It's like half a gigabyte. Is it on the website? It's on the website. C'est déjà dans le. It's on the American Natural History Museum website because they helped Oh, raise this it. is not on our website, or? No, but we can put it on our Okay. website. But they raised the money to make the quality production, right? So, but now we have so much new data. It's almost time to make a new production, right? Donc on va essayer de les mettre sur le site web. Peut-être pas le film avec Jodie Foster parce qu'il y a des. Ça coûte de l'argent de mettre. mais les autres, oui, qui sont. Ouais. Ouais. Donc ça sera mis en ligne en même temps que la conférence. Sauf les films. D'autres questions? Alors, de toute façon, on va revoir tout ça. C'est un petit peu une introduction très générale. Après, on va revoir ça petit à petit. Tous les concepts, vous allez les reprendre au fur et à mesure. See, when I do this in front of students, then if they don't have questions for me, I give them, questions like, where the elements came from and how many galaxies should there be in the universe if if our quantum mechanical interpretation is